merci d'être là pour cette table ronde sur les tendances du podcast. On a 3 super intervenants. Alors, on va parler des tendances du podcast. Et moi, ce qui me fait plaisir, en tout cas sur ce panel, c'est qu'on a d'ores et déjà une représentation de 3 tendances du podcast d'aujourd'hui. Donc, à travers vos interventions, messieurs, on va pouvoir avoir ces 3 tendances qui vont ressortir et ressurgir. Je vais vous demander très brièvement pour l'instant de vous présenter, chacun d'entre vous. Vous avez le micro, vous êtes libre. Je te laisse commencer. Je te sens, ouais, je te sens. Donc moi je suis Julien, je suis le président et cofondateur de Rewind. C'est une toute nouvelle application de podcast géolocalisé dans les rues de Paris. Voilà, donc des histoires qui se déclenchent quand vous vous baladez, pile là où elles se sont passées. Et ça fait 3 mois qu'on s'est lancé le 15 octobre dernier. Greg. Donc moi je suis Grégory Pouy, j'ai créé un podcast qui s'appelle Vlan, qui parle de l'évolution de la société, du lien à soi, aux autres et à la nature, qui existe depuis près de 3 ans. Un peu moins quand même, ça, en mai, qui est écouté par quelques personnes et je suis aussi le cofondateur de Plink, un studio de podcast et aussi une régie de podcast, donc régie sur les podcasts, et du Gang des Mutants, dont PPC fait partie, qui est un regroupement de podcasteurs indépendants et podcasteuses indépendants, surtout de podcasteuses d'ailleurs. Il y a une parité en plus dans ce c'est même pas une parité, je pense que c'est largement supérieur en féminin. Super. Moi, je m'appelle PPC. J'ai 10 podcasts en ce moment, dont un le matin qui s'appelle Bonjour PPC, que je fais chaque matin à 7h35 en me rendant à mon bureau, dans la rue. J'avais pris le sens littéral de podcast. Voilà, donc c'est peut-être un streetcast. Et ça parle d'inclusion numérique, parce que je pense qu'on a un vrai sujet, c'est de donner des clés, des codes pour mieux comprendre le digital. Et en fait, on est tous un peu en mode électronisme sur certains sujets, peut-être pas ici parce que vous êtes très à la pointe, mais bon, il y a des moyens de comprendre ce qui se passe. J'ai appris hier un truc formidable, c'est l'ABM. Moi, j'y connaissais rien, j'ai cru que c'était une voiture, et je pense qu'on fera un épisode sur l'ABM parce que c'est intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière. Si tu étais venu à la table ronde que je présentais tout à l'heure, en fait, nous avons parlé spécifiquement d'ABM. J'ai animé dans une autre. Bah ouais, mais bon, ça y est, ça m'énerve. Tu me raconteras, donc je vais te je te raconterai. On fera un podcast. Vous, les podcasteurs, on entend parler de vous un petit peu en ce moment, comme on entend parler des influenceurs. Alors, il y a un terme, il y a une terminologie, et il y a tout un tas de choses que les gens s'imaginent derrière. Voilà. Non, mais il y a des gens qui se disent, bah tiens, un podcasteur, et pour eux, c'est plein de choses. Et une autre non, lui de toute façon il faut que tu montes sur la chaise pour être aussi grand que lui, laisse tomber, c'est mort, surtout toi. Même assis il est grand. C'est ça, et c'est très chiant. On se pose souvent aussi la question de comment vous en êtes arrivé là. Là vous avez 3 histoires différentes. Greg, comment t'en es arrivé là ce soir avec nous? En fait, moi, j'avais un blog depuis 15 ans, un blog marketing, et je suis parti vivre aux US, à New York. Et quand je suis rentré, j'ai réalisé qu'il y avait un petit problème pour moi, c'est que les gens lisaient beaucoup moins, quand même. J'ai fait beaucoup de SlideShare, j'étais numéro 3 au monde sur la plateforme en éducation, donc j'avais quelques vues sur SlideShare aussi. Mais le truc, c'est que moi, j'ai toujours fonctionné en tant qu'indépendant pour trouver des clients, en créant du contenu. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon podcast à l'origine, en me disant, j'ai un petit problème d'attention. En fait, les gens n'ont plus d'attention à 100% disponible. Et quand tu lis ou quand tu regardes une vidéo, tu as besoin d'attention à 100% disponible. Donc, je vais aller chercher une attention qui est différente, qui est une attention partagée, qui est une attention quand je fais la vaisselle, quand je prends la voiture, quand je suis dans les transports, quand je fais du sport, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai créé mon podcast Vlan. Et Vlan, le terme, donc c'était vraiment une histoire de claquer les portes, justement. Parce que mon blog à l'époque s'appelait Sortir du cadre, et j'ai toujours été dans une sorte de posture sans trop de bullshit. Voilà. Et aujourd'hui, c'est combien c'est un petit peu de chiffres. Il y a combien de personnes? C'est 150 000 personnes, 150 000 écoutes tous les mois. 150 000 par mois. T'aimes bien? C'est beaucoup? C'est pas mal. C'est en écoute, c'est pas des euros. Non, c'est pas des euros, c'est des écoutes. Écoute, un très gros podcast, très gros, les plus gros, donc Change ma vie ou Bliss Stories, c'est 550 000. Ouais. Une fille comme Lorraine Bastide, elle doit faire 400 000. Ouais. Un prêt pareil, je pense, pour comment elle s'appelle, Victoire Toyon, Les couilles sur la table. Et après, un podcast moyen, en moyenne, un podcast, c'est 700 écoutes par mois. Donc voilà, ça te donne un ordre d'idée. 150 000, c'est pas mal. Tu les sors à quel rythme? Hebdomadaire. Ça a toujours été hebdomadaire, toujours 30 minutes. Toujours. Parce que c'est un temps de trajet. Super. Tiens, voilà, on retrouve une première similitude avec toi, PPC. Est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, je t'ai connu
dans différentes fonctions, avec t'as toujours eu plein d'activités, t'es un slasher. Bonjour PPC, il se trouve que je côtoie, je connais. Qu'est-ce qui t'a amené? Mais par contre, on n'a jamais parlé du pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? En fait, il s'est passé plein de choses. Moi, j'ai découvert le web sur le très tard. C'est-à-dire que j'ai raté la première vague Internet. C'est-à-dire que je vendais des logiciels sur carte à puce, donc il n'y avait rien à voir avec le web. Donc j'ai commencé plutôt ma vie sur le web en 2005, avec le web 2.0. C'est là où j'ai commencé. Avant, je n'avais pas du tout compris qu'il y avait un truc. 2005, j'ouvre un blog. 2007, 4 janvier 2007, j'ouvre mon compte Twitter. Waouh, c'était cool. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir PPC, puisqu'il n'y avait pas grand monde sur Twitter à l'époque. 2008, vidéo YouTube, YouTuber. Ça y est, je suis YouTuber. Je lance un truc fantastique avec mon ami Henri Kaufmann. On sort une vidéo par semaine. Un truc où on explique en 7 points, moins de 7 minutes aux personnes comment ils peuvent réussir un truc dans leur vie. Génial. On a commencé à faire un gros carton. On s'est fait rattraper juste après par un digital native qui s'appelait Cyprien, qui nous en a mis une vraiment, vraiment large. Mais c'était déjà un peu un début de dire je fais un format court, je fais un format récurrent. Ça, c'était 2007. Et puis, il y avait un principe de conversation. 2015... Twitter rachète une boîte qui s'appelle Periscope et sort un truc de fou. On peut faire une vidéo en direct en intégrant les commentaires des spectateurs directement dans le live qu'on est en train de faire. Donc, il y a les spectateurs qui vous disent la caméra, tu peux la mettre plus à gauche, la caméra, tu vas plus à droite. Quand on interviewe quelqu'un, les spectateurs commencent à mettre des questions et à poser des questions à la personne qu'on interviewe. Je me suis dit, c'est génial, ils sont vachement plus intelligents que moi. Donc, ça va m'aider pour mes interviews. Je me mets à faire une série d'interviews de start-upers. Ça durait 1h30, c'était très interactif, c'était pas tout à fait super propre. Donc je me mets à dire le podcast, puisque 2005, quand j'ai fait le blog, on m'avait offert aussi un iPod Shuffle, truc qui permettait d'écouter des podcasts à l'époque. Si vous avez gardé cette fabuleuse clé USB qui est un peu sur la surprise de ce qu'on pouvait écouter. Et je me suis dit, mais bon Dieu, il faudrait que tu arrives à faire un truc. Je pensais que je prenais un fichier audio, il fallait que je l'upload chez Apple comme YouTube. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc j'ai un peu calé et je me suis dit, remonte tes interviews pour en faire une version beaucoup plus courte de 10, 15, 20 minutes, un peu le format 20 minutes dont tu parles, Greg. Et ça m'a donné l'idée, sauf que c'était super galère. C'est-à-dire que pour 1h30 d'interview, je passais 2h30 de montage sur mon pauvre petit GarageBand. Donc j'ai vite arrêté parce que sinon j'avais plus de week-end. Voilà. Periscope sort une version bêta, Twitter sort une version bêta qui permet de faire de l'audio conversationnel. C'est-à-dire que vous lancez de l'audio, il me passe cette version bêta en me disant test, regarde ce que tu peux faire avec ça. Super. Et je teste et donc je lance, septembre 2018, je lance ce podcast sur l'inclusion numérique. Je démarre. Alors j'ai plein de cols là-dessus parce que vous savez, le truc du podcast, on vous apprend que c'est une logique d'abonnement, que les personnes, c'est eux qui vont venir vous trouver. Donc on n'est pas du tout dans du marketing push. On est très proche de l'inbound, en fait, je pense. Et c'est un peu intéressant d'en parler avec vous tous. Qu'est-ce qui se passe? On arrive du mal à arrêter. Je lance ce sujet-là et je me dis, tiens, je vais être un peu sec. Et donc finalement, je dis, comme j'arrive pas à trouver un rendez-vous dans la semaine pour pouvoir le faire. Vous savez, quand vous bloquez, vous ne trouvez pas la date. Je me suis dit, tu vas en faire un par jour. Et tu vas le faire tous les matins. Le seul créneau qui marchait, c'est quand je pars pour aller à mon bureau. Donc à 7h35, je lance le truc et c'est parti. Voilà. Et ça, c'est les premiers sujets. Et donc, on reviendra sur le comment tout à l'heure, en effet. On va parler du comment tout à l'heure. Ouais, super. Julien, c'est pas du tout la même histoire. Non, c'est pas du tout la même histoire. C'est génial, c'est ça qui est riche, justement. Moi, je suis arrivé un petit peu par hasard dans le milieu du podcast, dans lequel je m'éclate actuellement. Je trouve ça top. Moi, je suis diplômé d'HEC. J'ai bossé pendant 5 ans au Slip français en tant qu'associé et directeur financier. Donc, je suis arrivé vraiment au tout début de l'aventure. On était 4 dans l'appartement de la grand-mère du fondateur. Et je suis parti en 2018. On était 100, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, moi, je me suis dit, mais Jus, toi aussi, tu as envie de monter ta boîte, tu as envie de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je suis parti. Je n'avais pas d'idée. J'avais une vague idée d'application dans le tourisme. Mais bon, c'était pas bien innovant. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu adores flâner dans les rues de Paris, c'est trop cool. Et quand tu visites une ville, c'est le premier truc que tu fais, comme absolument tous les touristes. Donc là, je parle vraiment de moment de vie, c'est hyper important. Et à côté de ça, il y a une tendance qui est en train d'émerger, qui est en train de cartonner, c'est le podcast. Donc je me dis, ok, tu adores flâner dans les rues de ta ville, mais en fait, tu te rends compte aussi que tu connais pas vraiment les histoires de ta ville, même si tu aimes bien découvrir des petites rues tous les jours.
Donc je me suis dit, il y a sans doute quelque chose à faire avec les podcasts géolocalisés. Et c'est de là en fait qu'est venue l'idée de podcast géolocalisé. C'est vraiment d'apprendre à redécouvrir sa ville et apprendre à réaimer Paris. Je pense qu'aujourd'hui on a aussi un peu besoin. Et l'idée est venue de là. Donc nous on fonctionne avec, on bosse avec des écrivains, des guides, des journalistes professionnels. On enregistre ça après avec des comédiens. On a notamment la voix de la doublure française de Bruce Willis, Patrick Poivet, qui est un mec en or. On s'éclate avec lui en studio. Et ensuite, on diffuse tout ça sur notre application. Donc, c'est des centaines d'histoires qu'on en a mis partout dans Paris. Il y en a une à moins de 5 minutes de vous. Et dès que vous passez à côté, par exemple, vous marchez, vous passez à côté des Galeries Lafayette, vous tournez la tête à droite. Et là, on va vous raconter qu'un aviateur a posé son avion il y a un siècle. Vous tournez la tête à gauche, hop, c'est l'immeuble de Jim Morrison. Vous regardez en bas, à vos pieds, et c'est la première œuvre d'art française que vous pouvez découvrir. Donc c'est vraiment capitaliser sur toutes ces petites histoires-là pour apprendre aux Parisiens et aux touristes à découvrir leur ville. Oui, c'est pas facile de tourner la tête en même temps que le micro. Non, ça, il y en a un qui reste... Non, c'est un truc de podcasteur, il faut c'est un faire, exercice, parce qu'en fait, T'as un truc vachement bien. C'est compliqué. Alors, là, on voit déjà les 3 personnages différents, les 3 histoires différentes, les 3 tendances qui se dessinent. Qui a déjà vu le podcast de Grégory, s'il vous plaît? Levez les mains. Écoutez aussi, ouais. Alors, mais même si c'est pas lever les mains, ça lui fera plaisir. C'est une blague. Pas grand monde. Voilà, là, tu vois, tu peux faire de l'acquisition. Exactement, ça veut dire Greg, j'ai une bonne nouvelle, t'as du T'as potentiel. un gros potentiel d'acquisition. Moi, il y a quelque chose qui m'a touché dans ton, vraiment, qui m'a fortement touché. T'as une énorme capacité empathique en fait. Quand tu interviews quelqu'un, tu es un caméléon en fait, extrêmement empathique des personnes que tu fais intervenir. C'est quelque chose qui ressort de ta personnalité, c'est quelque chose qui ressort. Est-ce que c'est une envie de ta part d'aller vers là, avec une volonté très forte de jouer sur aussi l'émotion, l'empathie, est-ce que tu es naturellement comme ça, ou en fait est-ce que ça s'est fait naturellement, et surtout quelle est la place de cette empathie, mais aussi de l'éthique dans les podcasts aujourd'hui? On parle des tendances. On commence déjà les tartes à la crème. J'aimerais bien que tu l'évoques, parce que tu le dis avec des beaux mots. Avec des beaux, Donc là, tu dois le faire. L'empathie, je pense que c'est une qualité qui est indispensable aux marketeurs, parce que je ne vois pas comment tu peux faire du marketing, c'est-à-dire essayer de rendre heureux tes consommateurs si tu ne t'intéresses pas à eux. Donc, de base, moi j'ai cette qualité, mais personnelle, ça n'a rien. Mais il se trouve que j'en ai fait mon métier, entre guillemets, pas de cette qualité, mais en tout cas ça m'a aidé dans mon métier. Et effectivement, quand j'interviewe les gens, pour ceux qui ont écouté, si la personne est très douce en face de moi, je vais avoir un ton extrêmement doux. Si elle est plus dynamique, je vais avoir un ton plus dynamique. Enfin, voilà, je vais complètement me varier en fonction de la personne qui est en face, ce qui rend une conversation, je crois. Je ne le fais pas exprès nécessairement, c'est juste moi en fait. Et donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas... Ça répond à la première question sur voilà. cet Ensuite, sur aspect-là. l'éthique du podcast, alors c'est une question qui est différente et il y a plusieurs sujets là-dedans. Il y a d'abord qui tu reçois. Est-ce que tu reçois pour trouver des nouveaux clients? Ce que je faisais un petit peu quand même au début, parce que mon podcast, sur les 40 premiers épisodes en tout cas, un peu moins, mais c'était quand même beaucoup du marketing. Donc il y avait du Lubomir Rochet, il y avait du patron de je sais pas qui, voilà. Et puis j'ai complètement abandonné ça en fait pour aller vers des sujets qui m'intéressaient plus, qui étaient vraiment l'évolution de la société. Donc c'est beaucoup de psychologues, d'anthropologues, de sociologues, de chercheurs. Voilà. Là je vais recevoir la prix Nobel d'économie. Enfin bref, donc c'est des sujets qui ont pas grand chose à voir, mais qui sont très larges en réalité. Et parce que le lien, pour moi, le lien à soi, aux autres et à la nature, c'est vraiment le truc qui nous manque. Donc j'ai essayé d'avoir cette éthique dans les invités que je reçois, et pas de recevoir que des influenceurs pour aller choper des followers, ce qui est une technique, et de temps en temps je le fais aussi, mais pas que quand même. Parce que c'est pas terrible en termes de qualité de contenu. Après, un influenceur peut aussi être un expert qui a des choses à dire, effectivement. Mais il est intéressant. C'est pas toujours le cas. Voilà, en effet. C'est un peu ça la limite. Et après, en termes d'éthique, alors là, on va arriver sur la production. Donc moi, j'ai créé cette boîte de production de podcasts et de médiatisation de podcasts, et j'ai créé le Gang des Mutants parce que justement, ça manque d'éthique. Le problème du business, de manière générale, du marketing en particulier, c'est le manque de respect. Le marketing, ça s'est construit au XXe siècle, en tout cas, sur 3 piliers qui sont le mensonge, le contrôle et le secret, en gros. Donc ça. Hashtag IMF 20. Allez-y. Ça, ces 3 piliers-là, ils sont complètement tombés avec le digital. Et c'est vrai que ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est des régies publicitaires qui prennent un pourcentage maximal sur les podcasteurs. C'est des studios de podcast qui parfois payent extrêmement mal
les gens qui enregistrent. Il y a même des studios qui ne donnent pas les statistiques des podcasts aux gens qui les animent. Enfin bref, c'est pas terrible, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai créé le Gang des Mutants, juste où on est une cinquantaine pour qu'on se mette ensemble et qu'on essaye d'être plus forts ensemble, parce qu'en réalité, les régies de podcasts sans créateur de contenu, elles n'existent pas. Hein, donc, et ça, en fait, ça ne fonctionne que si tu es ensemble. Quand tu es petit de ton côté, ça tombe un petit peu. Et c'est vrai que j'ai pas envie de reproduire sur les podcasts toutes les erreurs qu'on a fait sur les autres médias, qui sont spammer les gens, faire des contenus qui n'ont rien à voir, qui en plus abîment les podcasteurs parce que ça ennuie les auditeurs. Et c'est pas efficace en plus. Donc du coup, je voyais pas trop l'intérêt de faire ça. Donc j'essaye de ramener une forme d'éthique comme ça. Ça doit te parler aussi. Le Gang des Mutants va bien dans le sens de ce que tu as fait aussi toi-même, PPC, avec ton podcast Bonjour PPC. Plus fort, en fait, on est plus fort ensemble quand on est plusieurs. Ouais, tu l'as fait. je pense que le collectif est très important. Greg développe, et je pense que c'est vraiment très, très intéressant ce Gang des Mutants. Sur la façon de le faire. Hein, tu le disais, les podcasts, c'est vraiment les blogs d'il y a 15 ans. Et on voit, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi leur sujet, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont réussir tout seuls. Donc c'est un peu le Far West. Hein, c'est un peu Far West. Mais comme toujours au Far West, c'est ceux qui vendent les pelles et les pioches qui vont gagner. Donc, et on voit plein de gens qui vendent des pelles et les pioches qui arrivent. Il y a beaucoup d'argent qui arrive sur le podcast. Ça, c'est assez impressionnant. Donc l'initiative de Greg est vraiment intéressante parce que c'est plutôt de la jouer collectif. C'est pas toujours facile d'ailleurs, hein, parce que y en a qui essaient de la jouer collectif, mais pour eux. Voilà. Donc on essaye d'éviter les gens qui jouent collectif pour eux, parce que finalement c'est pas du collectif. Enfin bref, on connaît la ficelle. On a peut-être pris un peu d'âge aussi, donc on voit bien comment ça marche. Non, je crois que le sujet, et c'est ce que je fais moi le matin, je suis parti de l'autre sujet. Moi, je suis parti du why. J'ai un why, c'est l'inclusion numérique, c'est aider le plus grand nombre à comprendre et donner les clés autour du digital. Et là, j'ai eu un coup de bol. Vous savez, alors je suis parti sur ça, et je suis parti sur un sujet, comment j'avance en agilité. On a un start-upper. Moi, je dirais que, je ne sais pas si j'ai fait up, mais j'ai fait start. Je suis parti sur le podcast, je suis parti avec mon simple téléphone, je suis dans la rue, j'avais mon casque, mon écouteur, j'allais au boulot. Et puis, j'ai commencé à dire, tiens, je vais parler de sujets autour du digital. Cool, je connais 2-3 trucs quand même depuis 15 ans. C'était sympa. J'ai eu une copine qui m'a dit, ton truc c'est top, mais au bout de 20 jours, parce que tu le fais tous les jours, t'es quand même un grand malade, quoi, tu vas être à sec au niveau des sujets. Et là, premier coup de génie, elle m'a fait un énorme cadeau. Vous savez, on dit toujours feedback is a gift. C'était un énorme cadeau. J'aurais pu dire, vraiment, tu fais chier parce que laisse-moi avancer dans mon truc. Je me dis, elle a raison, je vais être sec. Et donc, j'ai posé la question aux gens qui sont pendant le direct sur Twitter avec moi. Vous voudriez qu'on parle de quoi demain ? C'est tout bête comme question. Et en fait, ils m'ont proposé des sujets. C'était même embêtant parce qu'il y avait plusieurs sujets. Donc, je leur ai dit, bon, voilà, il y en a trop, il n'y en a qu'un pour demain. Donc, vous pouvez voter pour le sujet de demain. Et donc, là, vous commencez à avoir un début de communauté. C'est vrai, putain, t'as commencé avec des votes. Ouais, j'ai commencé avec des votes. C'est fou, le vote. C'est incroyable. Et donc, le truc génial, c'est que ça s'est parti. Et puis, une autre amie m'a dit, donc c'est bien, tu as le sujet, c'est eux qui te le proposent. Tu vas avoir un problème. Au bout d'un moment, comme tu te penses sachant, ils vont te proposer un truc où tu n'y connaîtras que dalle, quoi. Elle avait raison. Ils m'ont proposé, au bout de 3 jours, un sujet. J'en avais jamais, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai cru que c'était une fake news. J'ai cru que quelqu'un m'avait proposé un sujet où c'était une chose trappe. Et là, je me suis dit, waouh, il reste 23h30 pour préparer l'émission de demain. Sauf que j'ai un boulot la journée, moi, donc je n'ai pas que ça à faire. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas le temps de faire ça. Je peux faire ça que la nuit ou très tôt le matin. Et là, je me suis dit, tiens, je ne vais peut-être pas y arriver tout seul. Donc, j'ai monté un mini-groupe privé dans Twitter de gens un peu bienveillants que je connais, qui sont plutôt bons sur des sujets, qui viennent de partout. J'ai voulu grande mixité. C'est un jamais sans elle, mais pour de vrai. Et avec un jamais sans ma région aussi. Il y a plus de gens en région, d'ailleurs, que de gens à Paris, parce que je pense que c'est plutôt en région qu'on a la vérité. Et donc, à partir de là, ce petit groupe a commencé à être mon comité de rédaction. Je l'appelle la Redacroom. Et donc, il y a le sujet du lendemain, et la Redacroom commençait dans Twitter à préparer des trucs en disant tiens, on devrait parler d'A. Et le vrai sujet, quel est l'angle que nous prenons ? Et donc, on a commencé à monter un comité de rédaction. Le truc, toujours, moi, en me baladant dans la rue, le truc de fou. Et puis, le truc mute, c'est pas les mutants, ils mutent parce qu'au bout d'un moment, on dit c'est un peu épuisant. Et donc, on passe de plein de conversations dans Twitter. Et toi, tu étais dans le groupe où tu pètes un plomb parce qu'il y en a un qui commençait à nous balancer pas mal. Moi, j'étais le premier à quitter la discussion de groupe. Voilà. Et donc, je dis stop, on va pivoter, on va ouvrir un Trello
collaboratif. Je vous demande juste de proposer des sujets qui vous semblent pertinents, des contenus, machin, pour réparer l'émission de demain, parce que c'est un direct avec les personnes qui participent au direct, mais les mecs, il faut leur donner aussi un peu de matière. Donc le Trello se remplit par la rédac room. Moi, je réordonnance un peu conducteur que je relis avant d'attaquer le direct, et puis je suis dans la rue, j'ai 2 smartphones, 2 micros, j'ai investi, ça a dû me coûter 56 €, un truc comme ça. Et, enfin, pas le smartphone, je vous rassure, c'était une bonne affaire. Et donc, j'en ai un dans la main qui est en direct sur Twitter avec les commentaires des personnes, et l'autre qui me permet d'avoir mon conducteur. Donc, le conducteur, je l'ai en tête, et puis je peux interagir entre les deux. Ça, c'était super. Et puis, repivot parce que j'ai du feedback. Et ça, c'est très important, le feedback. Certains qui écoutaient sur les plateformes de podcast, je prenais le flux Twitter que je downloadais pour le réuploader ensuite pour l'envoyer chez Apple et compagnie. Je n'ai pas le temps, ça prend trop de temps, c'est des trucs de fou. Et donc, je trouve l'astuce et quelqu'un me dit, c'est chiant. Son truc, c'est chiant. Quand on écoute sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple, en fait, comme on ne participe pas à la conversation, c'est chiant. Tu dis bonjour à Jean-Pierre, à Jean-Paul, machin, ça fait entre soi, ça ne nous intéresse pas. Et là, formidable cadeau. Je me suis dit, il a raison, je vais faire un truc génial. Je vais enregistrer le live et sur un deuxième téléphone, je vais, à un moment donné, une fois que j'ai commencé la conversation avec la room, dire, on va enregistrer l'épisode qui va partir sur les plateformes. Et là, on est toujours dans la conversation, mais on n'est pas dans le bonjour, dans le bonsoir, comment ça va, etc. On fait une version plus réduite qui dure 15 minutes. Voilà. Et donc, je démarre à 7h35. À 7h58, le podcast live, il est enregistré pendant tout le temps. Le podcast sur Apple, il est déjà fait. Et maintenant, on a un peu sophistiqué. En même temps, on fait un blog. Donc, à 8h, vous avez 2 podcasts, un blog, tous les matins. Voilà. Et c'est juste merveilleux. C'est un peu crevant. Mais petit à petit, on essaie d'enlever des choses et d'optimiser. Voilà. C'est incroyable. Enfin, t'as monté quelque chose d'énorme. Ouais, ce que j'aime bien, c'est l'utilisation de la technologie juste pour servir une communauté, ce qui n'est pas du tout classique, parce que souvent on utilise la technologie pour la technologie, donc c'est ça que j'aime bien. Cette idée. Bah alors, je t'envoie des fleurs. Toi, Julien, j'aime bien les fleurs. Ouais, c'est sympa. Toi, Julien, tu es un peu business contradicteur sur ce sujet. Tu as utilisé en fait la techno, tu as utilisé aussi cette tendance en vue d'un business, avec un business model, et tu en as fait une start-up. C'était important pour toi en fait, ou tu voulais aller vers le podcast ? Alors moi, le podcast, en fait, je suis parti du moment de vie des gens qui était, je me balade dans la rue et c'est un moment où je suis libre, où je peux écouter du podcast. Je suis parti en fait d'un moment de vie et c'est comme ça que je suis arrivé au podcast. Et en fait, la techno, c'est le support parfait pour lier ce moment de vie à l'écoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des podcasteurs, le but, c'est de maximiser le nombre d'écoutes et donc d'être sur beaucoup de plateformes. Nous, à l'inverse, on veut ramener un maximum de monde sur l'application. Et l'inconvénient, c'est que c'est plus difficile de faire télécharger l'application à un grand nombre de personnes et donc de maximiser le nombre d'écoutes. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on peut s'adapter au comportement de nos utilisateurs chaque jour. Par exemple, là, quand vous voulez écouter nos petites histoires, vous allez dans la rue, vous mettez vos écouteurs, elles se déclenchent automatiquement. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le comportement que vous avez. Vous oubliez en fait d'ouvrir l'application et de mettre vos écouteurs quand l'histoire est à côté de vous. Donc on s'est dit, mais comment on peut faire pour que les histoires arrivent dans les oreilles sans que l'utilisateur pense à ça ? Donc là, on a développé une autre technologie qui s'appelle le Geofence. Donc là, on quadrille Paris de cercles de rayons de 100 mètres. Et quand vous arrivez dans ce Geofence, je dis n'importe quoi, vous arrivez à Montmartre, par exemple, on vous dit, voilà, il y a 50 histoires, il y en a 15 que vous n'avez pas écoutées. Est-ce que vous voulez écouter ces 15-là, oui ou non ? Et là, en fait, vous recevez une petite notification et automatiquement, on vous push le podcast. Donc pour nous, la techno, c'est vraiment un moyen de bien comprendre l'utilisateur, de l'engager, de ne pas être trop intrusif et de lui shooter les bonnes histoires au bon endroit, au bon moment. Et ensuite, quand tu dis que je vais en faire un business, oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment au-delà du podcast, c'est aussi un service. Et on peut faire du business avec les entreprises. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ont des archives de contenu hyper intéressants, même des médias. Et nous, aujourd'hui, on a un support de diffusion innovant. On a un format qui est le podcast qu'on peut diffuser chez nous. Et donc ça intéresse beaucoup de boîtes qui ont du contenu hyper intéressant, mais parfois un peu poussiéreux. Et l'autre truc qu'on peut faire aussi avec les boîtes, c'est qu'on peut louer ce service-là. Donc imaginez, vous allez à Lisbonne, vous allez dans un hôtel, et là, vous avez absolument toutes les balades autour de vous et toutes les petites histoires de la ville autour de vous gratuitement. Autre exemple, vous prenez le Uber, gare de Lyon jusque dans le 9e, et là, vous avez toutes les histoires qui se déclenchent automatiquement quand vous prenez votre Uber, avec la SNCF, les TGV aussi. Donc il y a beaucoup de cas, de moments de vie
qu'on peut attraper avec cette technologie-là et mettre en avant le format du podcast. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de faire. À travers une application mobile, par contre. À travers une application mobile. Contrairement, par exemple, à je sais pas, Bonjour PPC, en fait, on ne trouve pas tes podcasts sur des plateformes. Aujourd'hui, on ne les trouve pas, mais on risque de mettre une petite sélection de podcasts sur les plateformes, justement pour attirer les utilisateurs à venir sur l'application. Mais voilà, l'enjeu pour nous, c'est de développer l'application, de la faire vivre au-delà, en étant très actifs sur les réseaux sociaux, en engageant notre communauté. Par exemple, on est allé interviewer beaucoup de personnes qui ont fait de Paris. Le maître d'hôte du Pied de Cochon, qui est le premier restaurant à ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on l'interviewe face caméra, mode Combini, et il nous raconte son histoire, sa vie, l'histoire de Paris. Et ça, on le met aussi en avant sur l'application, sur les réseaux, dans le but qu'au final, vous puissiez écouter toutes nos petites histoires géolocalisées sur l'application. Merci. De rien. C'est incroyable en fait cette différence entre vos droits. Est-ce qu'on a déjà une demi-heure derrière nous, donc il nous reste plus que 10 minutes et après on va sur la remise des prix, très cher. Beaucoup trop court. Et oui, en plus dans 10 minutes on va remettre des prix à des gens bien. Est-ce qu'il y a des questions pour nos super podcasteurs? Si vous n'en avez pas, sachez que j'ai des questions tarte à la crème qui sont prêtes. On a une question et j'ai 3 tartes à la crème. Et s'ils ne répondent pas aux questions tarte à la crème, je vais donner mon micro. Question sans tarte à la crème, voilà. Ça va, j'espère. Si, c'est bon. Vas-y. Alors moi, je suis ravie de vous entendre aujourd'hui parce que je vous ai dans les oreilles habituellement quand je fais mes 2 km de piscine et c'est très chouette. J'ai une question plutôt business. Moi, aujourd'hui, j'ai des marques qui s'interrogent sur la pertinence de créer des podcasts ou pas. Est-ce que pour vous, la tendance, c'est une bulle qui risque d'éclater et de ne pas avoir finalement de pérennité ou est-ce qu'il y a quelque chose à envisager de ce point de vue-là pour une marque aujourd'hui ? Je vais répondre à cette question puisque j'ai créé une boîte qui produit des podcasts pour les marques, donc c'est assez logique de répondre. Ça va éclater. Alors voilà, je me suis mis sur une bulle en me disant, avec un peu de chance, ça pourra me faire aller un peu plus haut. Non. Pour répondre plus sérieusement, les deux sont vrais. C'est-à-dire que non, c'est pas une bulle dans le sens où cette question d'attention, l'attention à 100%, elle est complètement saturée. Donc en fait, quand tu as Facebook ou Instagram qui te vendent 6 secondes, voire 1 seconde d'attention, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps d'attention. En fait, ça ne fonctionne plus. Et surtout dans un marché où tu as 2 acteurs qui sont Facebook et Google, d'autant plus avec la suppression des cookies bientôt. Donc ils vont encore plus se partager le marché à 2. Donc concrètement, cette attention à 100%, donc vidéo, texte, qui représente globalement 95% des contenus, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. L'attention partagée, là il y a une tonne de possibilités et de tonnes de temps qui est disponible. Donc il y a plein de trucs à envisager. Ça, c'est la première réponse, la première partie en tout cas. La deuxième partie, c'est les marques viennent nous voir en disant « je veux faire un podcast ». Pourquoi ? Parce que c'est quand même cool de faire un podcast, c'est un peu le truc de l'année, non ? On coche les cases, donc comme je disais ce matin. Et ça, c'est la plus mauvaise raison de faire un podcast, évidemment. Et donc, souvent, les podcasts de marque sont très, très ennuyeux, je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que même si on essaye de les guider, en général, elles font n'importe quoi, en fait. Et puis à la fin, elles disent ça ne marche pas les podcasts. Donc la tendance, elle est bien là pour rester, d'autant plus. Et en vrai, et puis pour aller jusqu'au bout de la démarche, en réalité, il y a plein de tendances qui s'impliquent là-dedans. Il y a cette question d'attention, il y a le fait qu'on a tous des écouteurs sur les oreilles désormais, il y a le fait que les GAFA, ils vont tous à fond. Et du coup, en réalité, ce que les gens aiment bien comme contenu, c'est pas le contenu qui décide, c'est le contenu que les GAFA décident que vous allez bien aimer. Et aujourd'hui, Spotify, Google, Apple, même Apple commence à créer des contenus de podcast. Donc c'est pour dire, vous allez aimer les podcasts parce que la qualité de contenu va s'améliorer. Et de toute façon, c'est là où vous allez aller, tous, toutes. Ça, il n'y a pas trop de doute sur le sujet. Et c'est pas là pour s'en aller. Ça va pas remplacer, ça va remplacer un petit peu, mais ça va s'ajouter évidemment aux autres typologies de contenu. Donc non, c'est pas une bulle. Et oui, il y a plein de possibilités pour les marques, mais d'abord en repartant de sa raison d'être et de réfléchir parmi la panoplie de contenus que j'ai créé, à quoi peut me servir le podcast, sachant que le podcast, ça ne permet pas de vendre, ça permet de faire de la préférence de marque ou de la notoriété quand on est une petite structure. Merci pour la présentation. Petite question, en fait, c'est en termes de types de conseils pour se lancer sur un podcast, qu'est-ce que vous me conseillerez de faire ? Moi, je dirais allez-y, quoi. Non, c'est vrai. Sois plus spécifique. Non, mais le vrai sujet, je pense, je rejoins Greg. Pourquoi vous voulez le faire ? Vous partez de votre why. Et après, le sujet, il est, une fois que vous avez ça, c'est quoi le temps ou l'énergie ou l'argent que vous pouvez y consacrer ? Et après, vous travaillez. Une fois que vous avez fait votre why et combien de temps on peut y passer, c'est-à-dire que c'est un peu votre budget.
Et c'est vrai, Après, pour une ça se personne, bosse. c'est vrai pour une personne aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, moi, mon podcast, ça me prend en gros une journée par semaine. Et je ne monte pas. Hein, donc, entre le fait d'aller jusqu'au studio, enregistrer, trouver la personne, voilà. Ensuite, il faut créer les contenus pour les réseaux sociaux sur Photoshop, partager, répondre aux gens. Et je vous conseille de répondre aux personnes qui vous écrivent, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Ça, en fait, ça paraît rien comme ça, parce que voilà, mais ça prend du temps, en fait. Donc, savoir si tu vas avoir ce temps disponible, et puis que le sujet te passionne suffisamment pour le tenir sur la longueur, parce qu'un podcast en particulier, si tu parles pour toi en tant que personne, tu vas le tenir sur la longueur, c'est quand même l'idée. Il faut vraiment être convaincu. Et après, il faut acheter un matériel. Moi, j'ai commencé avec des micro-cravates sur une application sur mon téléphone. Donc, c'est pas forcément très compliqué. Techniquement, tu peux avoir GarageBand, donc des applications gratuites. C'est pas complexe. Simplement, il faut être certain que ça soit un sujet qui, toi, te porte, que tu saches où tu as envie d'aller et que tu aies le temps dédié pour le faire. C'est vraiment le temps. Nous, pour te donner un ordre de grandeur, on a mis 1 an à développer tous nos podcasts. Donc on en a 500, c'est grosso modo 12 heures d'écoute. 1 an à produire tout ça. Entre les écrivains, le studio, les réécoutes, les réécritures. Donc ça prend beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, tu gagnes pas d'argent, à moins que tu aies une activité à côté. Et après, il faut être capable de proposer le bon contenu aux bonnes personnes. Donc il faut savoir ce que tu aimes, mais il faut aussi te dire... nous, tout l'enjeu, c'était de proposer le bon contenu aux bonnes personnes, donc la bonne cible. Mais en tout cas, c'est du temps, beaucoup de temps. Bonjour. Mais bonjour. Comment on sort du lot des podcasts? Si je compare par exemple sur Apple Podcasts avec les apps, aujourd'hui il y a 2 millions d'applications. Des podcasts, il commence à y en avoir des dizaines de milliers, je ne les ai pas comptés. Comment on sort du lot? Comment... C'est la question que vous posez, tout le monde se la pose. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un code Konami qui permet effectivement de craquer le truc. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Le vrai sujet... Une application, si on ne fait pas de promo aujourd'hui... Non, mais je pense que le sujet, c'est par l'humain que vous allez craquer le sujet. C'est-à-dire que le truc qui est fantastique avec le podcast, c'est que c'est le média de l'intimité, c'est le média du choix, l'intimité, parce que les gens ont votre voix là, le plus près du cerveau. Hein, c'est beaucoup plus près qu'un YouTube ou autre. Et donc, ça va se jouer sur... et les gens viennent vous chercher. C'est une logique d'abonnement ou de désabonnement. Et en fait, là où vous pouvez monter dans les rankings, sauf si vous avez du piston, ça va être par l'engagement, par l'écoute, ce qu'on appelle le taux de complétion. C'est-à-dire que c'est combien de temps écoutent les personnes. Voilà. Si c'est 30 secondes et c'est tout, vous allez avoir un mauvais taux de complétion. Si vous écoutez jusqu'au bout, vous allez avoir un grand taux de complétion. Les algos adorent le taux de complétion. Et sur le podcast, on est sur des taux d'écoute, mais ça fracasse tous les YouTube du monde, quoi. C'est-à-dire que YouTube, c'est pas du tout écouté. En moyenne, je sais quoi, on est à 28 secondes, 30 secondes sur un YouTube, c'est déjà énorme. Sur le podcast, vous pouvez écouter un podcast, il dure 2h15, s'il est intéressant. S'il est chiant, au bout de 2 minutes, on arrête. Hein, c'est sûr. Je vais compléter. Je complète. Pour moi, je crois que c'est un conseil que Seth Godin avait donné aux indépendants qui se lançaient. Plutôt que de vouloir, et c'est un peu lié au discours que j'ai tenu ce matin d'ailleurs, plutôt que de vouloir toucher tout le monde, je pense qu'il faut choisir une niche. C'est important de choisir un sujet. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de podcasts, mais par rapport aux chaînes YouTube, c'est vraiment très, très, très réduit. Hein. Donc, il y a encore plein de places. Par exemple, je réfléchis à la mode. Il y a globalement 2 podcasts sur la mode. C'est pas non plus ou 3 parce qu'il y a un truc sur la mode responsable. Mais en gros, c'est pas comme s'il y avait 50 000 podcasts sur tous les sujets. C'est pas vrai. Mais donc chercher une niche. Ensuite, comment tu fais connaître ton podcast? D'abord, tu peux avoir ta propre communauté, c'est le premier truc. Ensuite, tu peux inviter des gens. Faut pas trop en abuser. J'en ai parlé tout à l'heure, mais inviter des gens qui ont une communauté et qui du coup parce que tu les invites à en parler sur leur Instagram, leur LinkedIn ou je ne sais où, donc t'amener des nouvelles personnes. Tu peux avoir des noms qui viennent sur ton podcast, donc je sais pas, une ministre ou peu importe, un président de la République ou je sais pas qui, mais des gens qui, dans le sujet que tu veux traiter, ont de l'influence, donc les gens vont se dire « Ah tiens, ça a l'air intéressant », donc ça va retweeter ou ça va repartager. Tu peux également, et ça c'est une bonne technique, on l'a fait, alors toi t'étais peut-être pas encore dans le gang des mutants à l'époque, mais faire du cross entre podcasteurs, parce que la meilleure manière d'aller chercher des gens qui écoutent ton podcast, c'est de faire de la communication entre guillemets sur un podcast existant. Donc en fait, on a organisé ça dans le gang des mutants, de faire de la cross entre podcasteurs pour aller chercher des nouvelles audiences. Donc il y a quand même pas mal de techniques qui te permettent de grandir. Ça te permet pas de grossir dans les plateformes comme l'explique à PPC, lui il expliquait sur toute cette partie-là, mais par contre ça permet de faire grossir ton podcast. Et après, en réalité, ça dépend ta niche, mais si tu as, je sais qu'on est toujours sur les chiffres, les
les gros chiffres, etc. Mais par exemple, sur mon podcast, c'est évident que je ne ferai jamais autant d'audience que Bliss Stories qui parle de l'accouchement, tout simplement parce qu'il y a plus de femmes que de gens qui s'intéressent à la société, parce que simplement l'accouchement, en l'occurrence, la chance qu'elle a, c'est que des femmes qui accouchent, il y en a après tout le temps. Donc en fait, elle a de nouvelles personnes qui arrivent sur son podcast de manière très régulière. Et voilà, et en fait, parfois, et si tu parlais d'histoire médiévale, par exemple, tu aurais encore moins de gens que moi, et c'est logique, et c'est pas grave, en fait. Donc, c'est aussi la qualité de l'audience qui est intéressante. Ouais, moi, je crois que c'est vraiment pas mal. C'est le sujet, je pense que c'est pas la taille qui compte, quoi. C'est-à-dire il faut arrêter avec ces chiffres de machin, c'est pas ça le sujet, quoi. C'est est-ce que les gens ont un intérêt. Donc, pour moi, le vrai critère, c'est le taux de complétion. C'est pas le sujet de j'ai 100 000 personnes qui écoutent. Enfin, c'est comme une vidéo sur YouTube, quoi. Ces chiffres-là veulent plus rien dire. En vrai, qu'est-ce que vous avez passé comme message et qu'est-ce que les gens en font? C'est ça la trace que vous laissez. C'est ça le truc important. C'est très difficile à vendre ça dans les boîtes. Tu parlais de business tout à l'heure. Je pense la plupart des gens disent d'abord, ils savent pas ce qu'ils veulent mettre comme budget. Ils n'ont pas beaucoup d'objectifs et ils voudraient avoir des gros chiffres parce que ça fait bien pour proposer à leur direction générale. Non, qu'est-ce qu'on veut modifier sur le marché? Et moi, je rejoins vraiment Grégory sur l'aspect de niche et de spécialité quand tu veux te lancer. Nous, par exemple, on s'est lancé sur des histoires à Paris, donc dans le tourisme, mais on s'adresse aux Parisiens. On ne raconte pas la même histoire à un Parisien qu'à un Anglais, qu'à un Espagnol. Donc la manière dont on raconte les histoires, le format, la durée, tout ça, c'est en vue d'une cible bien particulière. Donc tu es beaucoup plus impactant quand déjà tu sais à qui tu parles. Et ça, c'est vraiment, je pense, la base pour après augmenter tes taux de rétention, tes écoutes et tout. Mais en tout cas, il faut que ce soit très spécifique si jamais tu veux te démarquer de toute cette masse de contenu qui existe. Et tout ce que vous dites depuis tout à l'heure aussi contribue fortement à ce qu'on appelle l'inbound marketing. Et l'inbound marketing, c'est pas pour rien qu'on a fait, cette table ronde dans l'inbound marketing France, parce qu'effectivement, ça, c'est de l'inbound, ce que vous dites depuis tout à l'heure. C'est de l'inbound. Il est 17h30, donc nous, on va basculer sur... sinon, on va se faire gronder. Je vois deux yeux qui me regardent à dire « Putain, t'abuses, mec ». Et donc, on va basculer sur la remise des prix ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Et je vous propose d'applaudir nos 3 intervenants. Merci et au revoir.